Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Amandine Le Breton, je suis directrice du Pacte du pouvoir de vivre et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, le Pacte du pouvoir de vivre a été créé il y a un peu plus de 4 ans maintenant, suite à la crise des Gilets jaunes, qui déjà posait la question de l'état de santé de notre démocratie. Notre objectif à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est de montrer qu'il est possible de concilier transition écologique, justice sociale, renouveau démocratique, et que des voies de passage existent et améliorent concrètement la vie des citoyennes et des citoyens. Alors, depuis sa création, le pacte a grandi. On est passé de 19 organisations à 64 organisations aujourd'hui, dont la diversité est clairement donne sa force au collectif, puisqu'on rassemble aujourd'hui des associations environnementales, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités, des syndicats, mouvements étudiants mutuels. Et d'ailleurs, plusieurs représentants de ces organisations sont ici ce matin. Alors, comme il y a 4 ans, la période nous questionne, nous pousse à agir et nous pousse à organiser cette conférence de presse ce matin. Cette conférence s'appuie notamment sur une enquête et les résultats d'une enquête qu'on va vous présenter, qu'on a menée avec Ipsos Soprasteria et qui est publiée ce matin même en même temps. Donc vous avez dû recevoir le dossier de presse et les résultats de cette enquête en arrivant. Donc je vais tout de suite passer la parole aux intervenants, 5 représentants ce matin donc, qui vont parler au nom du collectif. Donc Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Claire Toury, présidente du mouvement associatif, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Morgane Créage, directrice du réseau Action Climat, et Eric Chenu, président de la Mutualité française. Donc il y a un moment de prise de parole et puis on passera évidemment aux questions-réponses par la suite. Je passe la parole à Laurent. Merci Amandine, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps que le Pacte du pouvoir de vivre n'avait pas organisé une conférence de presse et si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que nos 64 organisations considèrent que nous sommes dans un moment qu'on pourrait qualifier de grave ou tout au moins d'inquiétant. On a depuis le mois de janvier une mobilisation sans précédent et la seule réponse apportée par le président de la République depuis 3 mois, c'est qu'il a été élu après avoir annoncé cette réforme. C'est à notre sens un peu court en termes de fonctionnement démocratique. Et cette idée que la démocratie se résumerait à l'élection nous apparaît dangereuse pour notre vitalité démocratique. On l'a déjà dit et redit, mais on le redit encore aujourd'hui, la démocratie repose sur une juste articulation entre démocratie représentative, démocratie sociale et démocratie citoyenne. On a d'ailleurs pu voir récemment qu'en termes de démocratie citoyenne, ce qui s'est fait sur la conférence sur la fin de vie pouvait avoir beaucoup d'intérêt. Gouverner de façon verticale, sans écouter la société civile, donc que nous représentons, mais pas que nous, il y en a d'autres, c'est aller au-devant d'une crise profonde, comme nous l'avons vécu en 2019, durant la crise des Gilets jaunes, qui a d'ailleurs motivé, vous le savez, à l'époque, la création du Pacte de pouvoir de vivre. Pour de mauvaises raisons, le président de la République a décidé, je crois, de remettre de l'attention et de souffler d'une certaine manière sur les braises de la défiance avec la réforme des retraites. Je ne reviendrai pas sur le contenu, ce n'est pas l'objet ici de parler du contenu, vous savez ce que les uns et les autres peuvent en parler, mais sur la méthode. C'est vrai que pendant sa campagne, le président de la République n'avait pas seulement annoncé la réforme, il s'était aussi engagé à un changement de méthode. Force est de constater qu'il n'y a pas la même fermeté à mettre en œuvre les engagements sur le changement de méthode que sur la mise en œuvre de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes inquiets face aux défis qui sont les nôtres. Les défis socio-écologiques, on est inquiet de ne pas avoir de signaux d'une réelle volonté d'articuler démocratie sociale, démocratie représentative et démocratie citoyenne. Pas de volonté de co-construire avec la société civile. En creux, cela veut dire que la crise démocratique, j'ai bien dit la crise démocratique, aurait aussi pour conséquence de ne pas avancer sur les enjeux majeurs que sont la transition écologique, l'enjeu numéro 1, disons-le très clairement aujourd'hui dans nos sociétés, la réduction des inégalités, qui est un élément fondamental. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête qui montre que la moitié des personnes en situation de précarité sautent un repas aujourd'hui, un repas par jour, et la justice sociale. Et il y a aussi d'autres questions qui sont des impensées, comme par exemple la question du travail, qui est une question centrale pour des millions de personnes dans notre pays.
Et donc, ce sont les analyses que l'on portait depuis longtemps. Le pacte du pouvoir de vivre n'a pas été forcément sur l'espace médiatique ces derniers mois, volontairement, parce qu'on a voulu aussi creuser nos idées. Et on a voulu vérifier jusqu'où nos inquiétudes pouvaient être aussi celles des citoyens. Jusqu'où elles pouvaient être source de blocage démocratique d'une part, mais à l'inverse, comment on pouvait transformer ces craintes, parce que nous sommes des organisations militantes, transformer ces craintes en pouvoir d'agir. Parce que, je le redis ici, nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond, la société civile. On veut être des acteurs du pouvoir de vivre et du pouvoir d'agir. Et c'est l'un des premiers enseignements que l'on peut tirer de l'enquête que vous avez sous les yeux, qu'on a fait avec Ipsos et Soprasteria, comme l'a dit Amandine. 83% des citoyens pensent que la crise démocratique actuelle est à même de bloquer l'accélération de la transition écologique socialement juste. C'est-à-dire qu'on a une situation de tension aujourd'hui dans le pays, et qui est évidemment au-delà du sujet actuel qui nous occupe, qui est celui des retraites, qui ne permet pas d'aborder sereinement l'enjeu numéro 1, qui est la transition juste. Et donc voilà pourquoi on pense qu'il faut dès maintenant retrouver un climat d'apaisement et de confiance. C'est un appel qu'on a lancé à plusieurs reprises. Il y a une urgence absolue à agir, on l'avait déjà lancé, c'était déjà le cas il y a 5 ans. Mais les étapes nous font reculer et les murs se rapprochent et il faut agir d'urgence sur cette transition juste. Et donc on veut de nouveau dire ici que le pacte sera toujours présent quand il s'agira de travailler à des politiques publiques pour la transition écologique et pour la justice sociale. On a toujours cette boussole du pouvoir de vivre qui se décline sur une multitude de sujets à court, moyen et long terme. Nous ne sommes pas une force d'opposition, nous sommes une force de proposition. Une force exigeante avec elle-même. Je vous assure que construire ensemble soit autant de propositions, c'est pas toujours ultra simple, parce qu'on a des sensibilités et parfois des histoires différentes, mais aussi exigeante avec le gouvernement et l'ensemble des décideurs, élus, entreprises, gouverneurs, acteurs économiques, etc. Mais on ne va pas attendre à vitam aeternam qu'on nous écoute. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce d'appel à être écouté en permanence s'il n'y a pas d'écho de l'autre côté. Et donc on voit bien qu'il faut franchir un palier. C'est ce qu'on veut aussi vous présenter aujourd'hui avec l'ouverture d'un espace d'engagement au sens noble pour tous les citoyens, pour que chacun puisse retrouver du pouvoir d'agir sur les axes qui sont ceux du pouvoir de vivre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'enjeu, donc Laurent Berger le disait, l'enjeu c'est bien de redonner du pouvoir d'agir aux individus avec deux éléments fondamentaux. D'une part, construire des bases saines, donc notre démocratie, comment ? En renforçant le rôle des corps intermédiaires, la place des corps intermédiaires, mais aussi en renforçant la participation citoyenne. Et il s'avère que, je reprendrai la parole un peu plus tard, mais il s'avère que j'ai eu la chance de présider le comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui vient de terminer ses travaux. Un exercice qu'on peut discuter de tout un tas de points, mais qui a quand même été jugé assez collectivement comme réussi sur le plan de la méthodologie. Et j'avais envie de vous partager 2 éléments qui me semblent importants et qui peuvent nous aiguiller aussi dans le contexte de crise démocratique qu'on est en train de vivre. Premièrement, ce qui fait que cette convention a fonctionné, et je pense que ça c'est un élément qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est le fait d'accepter la nuance. C'est-à-dire que poser la controverse, c'est pas un problème. On peut être en désaccord, on peut ne pas être toujours en phase sur tous les sujets tout le temps, et c'est pas dramatique. Poser la controverse, accepter qu'il y ait des positions qui soient plus ou moins consensuelles, c'est pas du tout une difficulté, au contraire, et c'est ça qui va enrichir notre débat public, parce que tout l'objectif c'est bien de renforcer le niveau du débat public, de faire en sorte d'avoir un niveau de débat beaucoup plus exigeant, et c'est là où vous nous trouverez en tant que pacte du pouvoir de vivre, mais j'y reviendrai après. Et donc, premier élément, accepter la nuance et faire de la nuance une force. Et il nous semble que dans le contexte actuel, on a vraiment beaucoup besoin d'un discours beaucoup plus nuancé. Premier élément. Et deuxième élément qui semble important, que je voulais vous partager, c'est que la démocratie, ça se construit. C'est pas glamour, c'est pas toujours simple, c'est beaucoup de travail et surtout ça se mérite. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des moments où on peut faire des erreurs, il y a des moments où on peut être en désaccord, mais il y a rien qui est absolument indépassable dès lors qu'on accepte qu'on peut faire, dès lors qu'on s'excuse, dès lors qu'on partage nos doutes et dès lors qu'on essaie de cheminer ensemble pour dépasser ces doutes-là. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça en préambule. Je reviendrai après sur la question démocratique, mais il y a des éléments il y a des éléments de réponse qui sont possibles pour donner davantage de pouvoir d'agir aux individus, et ces éléments de réponse, il faut qu'on les creuse ensemble
comme piste de réponse à la crise démocratique qu'on est en train de vivre. Bonjour à toutes et à tous. Pour prolonger les propos là, de nos collègues du Pacte, vous présentez quelques enseignements du sondage que vous avez donc eu. Le sondage nous montre que 60% de nos concitoyens craignent de basculer un jour dans la précarité. Donc c'est un taux qui est très élevé parmi les classes populaires, mais qui n'épargne pas non plus, et ça c'est un point important, les classes moyennes, qui sont 53% à faire part de leur inquiétude pour l'avenir. Alors évidemment, il faut reconnaître que le contexte est particulièrement tendu. Une inflation à plus de 5% en 2022, des prix à l'alimentation qui ont bondi de 15% en un an, des prix de l'énergie marqués par des hausses records avec une augmentation de 28% entre 2021 et 2022, un litre d'essence qui flirte avec les 2 €. Et ce qu'on sait, nous, au Pacte, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent aux côtés et qui soutiennent les personnes les plus défavorisées, bien que ça touche évidemment plus particulièrement les ménages modestes qui sont sur le fil. Et puis, du côté des plus pauvres, eh bien, ça donne lieu à des arbitrages qui sont tous impossibles entre des dépenses qui sont toutes nécessaires. Se chauffer, s'alimenter, se soigner. Et d'ailleurs, vous noterez que dans le sondage, 15% des personnes sondées affirment être contraints à faire des arbitrages de ce type, voire à ne plus du tout parvenir à faire face à leurs dépenses essentielles. Le sondage met aussi en évidence des niveaux d'inquiétude à plus de 80% sur de nombreux autres sujets. L'avenir de la France, l'environnement, l'avenir de la démocratie, l'avenir de la protection sociale. Donc c'est la défiance, donc c'est l'inquiétude qui domine chez beaucoup de nos concitoyens. Et pour nous, c'est un sujet d'inquiétude majeur parce que c'est un contexte qui est évidemment pas du tout propice à l'apaisement. Et pas non plus propice pour pouvoir mener les transformations dont Laurent Berger parlait tout à l'heure, qui s'imposent à nous, avec la mobilisation qui soit la plus large possible de la société. Donc il nous semble qu'il est urgent d'agir pour soutenir les ménages les plus modestes. Mais force est de constater que ce n'est pas forcément le chemin qui est emprunté par le gouvernement aujourd'hui sur pas mal de sujets où le Pacte a observé depuis 1 an ce qui s'est passé depuis la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, le président de la République en campagne évoquait le fait de vouloir faire de la France une grande nation écologique et puis s'attaquer aux inégalités à la racine. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un ensemble d'actes ou de paroles qui préoccupent profondément les organisations du Pacte. Je pense à la réforme de l'assurance chômage en premier lieu. Vous saviez déjà, lors du premier quinquennat, il y avait une première réforme qui avait conduit en moyenne à réduire les indemnités journalières de 16%. Et comme si ça ne suffisait pas, dès l'été dernier, on est venu rajouter une couche, une deuxième réforme de l'assurance chômage qui réduit d'1/4 la durée d'indemnisation et qui fait des économies en rythme de croisière de l'ordre de 4 milliards d'euros par an, selon l'UNEDIC. Donc c'est un premier choix. Deuxième élément, vous le savez, le président de la République envisage des contreparties aux bénéficiaires du RSA qui pourraient détourner une partie des allocataires qui sont aidés par cette aide essentielle, alors même qu'on sait déjà qu'il y a 30% des personnes qui pourraient y bénéficier qui ne font pas appel au RSA. Alors, on reconnaît que si jamais il y avait un accompagnement plus intensif des personnes dans l'emploi, dans la formation, ce serait positif, si on met les moyens pour ça. Mais il faut bien comprendre que si les sanctions envisagées sont mises en œuvre, eh bien, ça pourrait conduire à des suspensions, voire à des suppressions de ces maigres allocations pour pas mal de ménages. Et pour nous, au sein du Pacte, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je fais une petite parenthèse en disant que ces 2 mesures, elles traduisent quand même une vision erronée et stigmatisante des demandeurs d'emploi et des personnes en situation d'exclusion. Et ça aussi, c'est un problème pour le Pacte. Je pense aussi à la loi Kasbarian, la loi dite anti-squat, qui est aussi injuste qu'inutile et qui risque de conduire en fait à une surenchère répressive à l'égard de personnes sans abri ou mal logées, mais qui ne résout pas du tout la crise du logement. Donc c'est comme si, parce qu'on était en échec sur la crise du logement avec 4 millions de mal logés, eh bien on applique des mesures répressives considérant qu'on va régler le problème de cette manière-là. De ce point de vue-là, le Pacte ne peut pas l'accepter, et on n'est d'ailleurs pas les seuls. Il faut regarder ce qu'en a dit la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et plus récemment, la semaine dernière, l'ONU, via ses rapporteurs sur le logement, la pauvreté et les droits de l'homme. Je pense aussi aux coupes budgétaires sur les HLM qui ont continué en 2023. 1,3 milliard d'économies sur le budget de l'État, alors même que l'on sait que l'on est en difficulté pour produire du logement à loyer accessible avec toutes les conséquences que ça a pour les ménages.
Je pense aussi à la trop faible revalorisation des minima sociaux en avril dernier, 1,6%, alors qu'on est dans un contexte d'inflation qu'on n'avait pas connu depuis plus de 30 ans. Le pacte demandait une augmentation exceptionnelle de l'ordre de 5 à 6%. Je pense aussi à la rénovation thermique des logements, qui souffre d'un nombre bien trop limité de rénovations globales, performantes, et qui ne permet pas aujourd'hui aux ménages modestes de mener ces travaux essentiels, alors que ça pèse très durement dans leur budget au quotidien. Bref, la liste serait longue de ces insuffisances ou parfois des régressions qui ont pu émerger au cours de cette dernière année. Et il nous semble qu'il faut absolument recadrer le tir. C'est vrai aussi sur la question des inégalités sociales. Et vous verrez que le sondage donne à voir qu'une très grande majorité des Français, entre 73 et 88%, estiment que ces inégalités sociales ont un impact négatif sur la cohésion sociale, la sécurité, la stabilité politique du pays, l'éducation, la croissance économique et la préservation de l'environnement. Et plus intéressant encore, les 3/4 des Français soutiennent la nécessité d'une plus grande progressivité de l'impôt pour favoriser le partage des richesses dans notre pays. Eh bien, le pacte partage cette inquiétude. Il considère qu'on ne pourra pas construire une société apaisée sans partage. Mais aussi que pour répondre aux défis sociaux, environnementaux, écologiques dans le domaine de l'éducation, du logement, de la santé, eh bien, il va nous falloir des moyens supplémentaires. Donc, il faut une contribution plus importante et plus progressive de ceux qui en ont les moyens. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'ouvrir le débat sur la fiscalité. Sur une fiscalité qui soit plus juste, plus efficace, et ça, dès le prochain projet de loi de finances. Le pacte propose à cet égard d'introduire une plus grande progressivité de l'impôt, de mettre davantage à contribution les hauts patrimoines, d'aligner la fiscalité du travail sur celle du capital et, point important, de réorienter toutes les dépenses fiscales comme les aides publiques aux entreprises pour qu'elles profitent davantage à l'emploi, à la transition écologique, à l'investissement social et à la qualité de vie. Et puis au-delà du partage des richesses se pose la question du partage des ressources. Je ne m'y attarde pas, vous verrez dans le dossier de presse, mais on voit bien que les tensions par exemple actuelles autour de l'eau montrent à quel point il faut partager en articulant la sobriété collective d'un côté et l'accès juste à tous aux ressources naturelles de l'autre. Et puis aussi, partage des richesses, partage des ressources et partage des responsabilités. Car si on est convaincu que nous avons une part à jouer, nous, les organisations, comme les citoyens, et on doit tous contribuer à une société écologique juste, eh bien c'est à l'État d'organiser la transition, de fixer le cap, les ambitions, de donner les moyens, de mobiliser les acteurs locaux, nationaux, et qui doit organiser aussi le débat pour être un des moteurs de la démocratie sociale, comme le disait Claire tout à l'heure. Enfin, ces défis que nous portons avec le pacte, et vous avez les 90 propositions qu'on avait proposées dans le cadre de l'élection présidentielle, on sait aussi que ces défis-là, eh bien, ils vont soulever des tensions qu'il faut impérativement résoudre pour garantir qu'il y ait une mobilisation de vraiment toute la société pour mener et réussir ces transitions. Et là, je pense à deux choses. En particulier, le fait de devoir garantir des conditions de vie dignes à chacun de nos concitoyens. Et là, dans les semaines qui vont venir, il va y avoir l'annonce du plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement. Il faut impérativement que ce plan vise une réduction drastique de la grande pauvreté et être complètement articulé avec la planification écologique. Et puis je pense, et je terminerai là-dessus, à la nécessité de s'assurer que la transition écologique sur tous ses volets soit effectivement juste et donc acceptable par nos concitoyens et ne laisse personne sur le bord du chemin. Morgane. Oui, ça marche pas ? Non. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on a un président de la République qui, pour son second quinquennat, a fait un lot de promesses. Et parmi ces promesses, il y avait celle d'engager la France dans une grande planification écologique. Et là encore, au bout d'un an, nous, on fait le constat que le compte n'y est pas. On a parlé du changement de méthode, le compte n'y est pas. Mais sur la planification écologique, le compte n'y est pas non plus.
Il y a quelques jours, le CITEPA a sorti les dernières données d'émissions de gaz à effet de serre de la France pour l'année 2022. On voit qu'on arrive tout juste à respecter le budget carbone qu'on avait pour cette année, alors qu'au contraire, il faudrait accélérer, selon le Haut Conseil pour le climat. Mais pire encore, on voit qu'on y arrive pour essentiellement des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire qu'on a eu un hiver très doux en 2022 et à cause de la hausse des prix de l'énergie, on a vu certains secteurs qui ont dû revoir à la baisse en fait leurs activités. Donc moi je pense, et tout le monde autour de cette table en est convaincu, que pour des raisons évidentes, on ne peut pas laisser la planification écologique se faire via la conjoncture. Au contraire, nous on appelle le gouvernement et le président à planifier, à anticiper à la fois les mesures mais aussi les moyens financiers pour faire en sorte qu'on arrive à réussir cette transition écologique d'une manière qui soit juste socialement. Et en fait, on a un président de la République et un gouvernement qui soit aujourd'hui ferment les yeux, soit agissent dans la plus totale incohérence. Je prends 2 exemples pour pas être trop longue. On a eu il y a quelques jours le déplacement d'Emmanuel Macron pour annoncer un plan eau pour la gestion de la ressource en prévision des sécheresses de cet été. Le même jour, on avait le ministre de l'Agriculture qui remettait en cause l'interdiction d'un herbicide pourtant jugé nocif pour la santé. Autre exemple, au début de la crise énergétique, Emmanuel Macron a appelé l'ensemble de la population à la sobriété énergétique, donc ce qu'on salue tous autour de cette table, mais il a omis de mentionner qu'il y a des secteurs qui, eux, sont exempts de tout effort de réduction d'émissions, comme le secteur aérien, par exemple, qui continue, lui, d'être largement avantagé d'un point de vue fiscal. On parlait de justice fiscale, voilà un exemple flagrant en ce qui concerne le secteur aérien. Donc en fait, on est dans l'exact contraire de ce que suppose une planification écologique, c'est-à-dire anticipation et cohérence des mesures et des moyens, à quoi s'ajoute un 2 poids 2 mesures en fonction des secteurs et des acteurs qui sont concernés. Donc si on regarde bien, on a le cocktail, on a tous les ingrédients qui étaient réunis quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré. On sait, la transition écologique, ça va venir chambouler tous les secteurs de l'économie, tous les acteurs. On le sait aussi, ça va procurer des bénéfices pour toute la société, en termes de santé publique, de réduction de la précarité énergétique, de création d'emplois, même de souveraineté de notre pays. Mais si on a un président de la République, un gouvernement qui continue de ne pas accompagner et de ne pas anticiper ces évolutions nécessaires, ce qui demain pourrait nous offrir les meilleures solutions pour répondre au carrefour des crises que l'on traverse, risque au contraire de se transformer en un problème. Comment on met fin à la précarité énergétique dans notre pays quand on voit le reste à charge qu'il y a pour les ménages les plus modestes et qui les empêche d'engager une rénovation de leur passoire ? Comment on permet à la restauration collective d'offrir des millions de repas et une alimentation saine et durable alors qu'il n'y a aucun soutien de l'État pour y arriver ? Comment demain on va réduire la place de la voiture thermique quand on connaît le sous-investissement notable dans les mobilités alternatives et quand on sait que la voiture électrique aujourd'hui est inaccessible à la plupart des bourses. Donc nous, on voudrait que le gouvernement et le président de la République se concentrent sur ces enjeux, à dénouer ces nœuds en fait de la planification écologique, en commençant déjà par apaiser les tensions qui aujourd'hui sont en train de gangréner notre société et nous empêche d'avancer sur ce chantier de la planification écologique, comme d'ailleurs le révèlent les résultats du sondage qu'on publie aujourd'hui. Il faut que tu bouges. Jeu de chaise musicale. Bonjour à toutes et à tous. En prolongation sur les questions de santé, de protection sociale, on voit aujourd'hui ô combien notre système de santé, qui est trop hospitalo-centré, trop médico-centré, a surtout subi depuis une trentaine d'années une gestion par trop comptable. Ce qui n'a pas permis de le préparer aux grandes transitions auxquelles notre société a à faire face, la transition numérique bien évidemment, la transition écologique, ça a été plusieurs fois abordé, mais aussi la transition démographique, dont les conséquences épidémiologiques, économiques, sociales sont absolument nombreuses.
Tout ça aboutit à une augmentation des inégalités. Christophe en parlait tout à l'heure, il y a les inégalités sociales, mais il y a aussi les inégalités en santé. Et on voit aujourd'hui que, fonction des territoires où l'on est, on n'est pas exposé aux mêmes risques, on n'a pas les mêmes possibilités d'accéder aux soins. L'écart d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, c'est 6,4 ans pour les hommes, 3,2 ans pour les femmes. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal. Et si on prend les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres, l'écart il est de 13 ans pour les hommes, 8 ans pour les femmes. Donc on voit que c'est quelque chose d'absolument calamiteux. Les inégalités d'accès effectif aux soins ne cessent de s'accentuer dans notre pays, avec l'augmentation des déserts médicaux. Aujourd'hui, plus de 7,5 millions de nos concitoyens vivent dans des déserts médicaux. 6 millions n'ont pas de médecins traitants, dont plus de 650 000 porteurs d'affections de longue durée, de pathologies chroniques, donc pour qui la perte de chance est absolument réelle. Et là, on voit bien qu'on n'a pas de solution pratique rapidement à mettre en œuvre, en tout cas qui sont proposées à ce stade. De fortes attentes ont été exprimées à l'occasion des CNR santé dans les territoires. Et il faudra être très attentif à la sortie de ces CNR santé pour que ça ne soit pas déceptif. Sinon, on aura encore une défiance supplémentaire vis-à-vis des institutions et de la capacité collective à faire émerger un certain nombre de propositions. Le pacte porte un certain nombre de propositions. Le fait, finalement, de substituer notre système très curatif par un système beaucoup plus préventif. Des 1000 premiers jours de l'enfant jusqu'à la fin de vie, en passant par la santé au travail, dans une approche de pleine santé. Ça nous semble beaucoup plus utile, indispensable, si on veut réduire de manière drastique les inégalités, faire en sorte que, fonction du territoire où l'on habite, fonction de son exposition aux risques environnementaux, aux conditions de travail, au logement, à la culture, à l'éducation, à l'ensemble des déterminants de santé, faire en sorte que l'on puisse agir puissamment pour réduire ces inégalités par la prévention, par l'action via les politiques publiques sur l'ensemble des déterminants de santé. 80% des déterminants de santé sont en dehors du système de santé. Donc on voit que c'est absolument quelque chose d'essentiel. Deuxième priorité, c'est le fait de renforcer les investissements sur les soins de premier recours pour permettre l'accès aux soins non programmés, garantir une permanence de soins en semaine, le soir et le week-end, et éviter des recours aux urgences comme on peut l'avoir, là aussi, qui ne sont pas facteurs de sérénité pour celles et ceux qui en ont besoin. Recentrer l'hôpital sur ses missions et accompagner celles et ceux qui doivent y aller en amont et en aval, notamment les plus vulnérables, par un accompagnement social et humain. Par le fait de renforcer les liens entre le secteur sanitaire, social et médico-social pour éviter des ruptures de prise en charge, de prise en soins et éviter des ruptures de soins. Et puis utiliser bien évidemment tous les leviers indispensables pour orienter vers le bon soin au bon moment. Là aussi, parce que c'est un élément d'aggravation des inégalités en santé. Pour finir, c'est un élément essentiel, c'est accorder les niveaux de recettes nécessaires à la prévention, aux soins, aux accompagnements, à la revalorisation de ces métiers du soin, que ce soit en établissement de santé, médico-sociaux ou au domicile, pour pouvoir rendre plus attractifs ces métiers dont on sait que beaucoup, parce que ce sont des métiers difficiles, se détournent et ce sont des métiers dont on a
énormément besoin. Il est donc fondamental d'accorder les moyens nécessaires à la santé, à la protection sociale. C'est la 4e préoccupation de nos concitoyens après le pouvoir d'achat, l'inflation et la transition écologique, l'environnement, les questions de protection sociale et les questions liées au système de santé. À 84%, les gens sont préoccupés de cela, donc on voit bien que c'est une priorité majeure. Bon, vous voyez, la situation elle est quand même très préoccupante. Pour autant, nous, on ne veut pas se résigner. Ça, c'est vraiment le message qu'on veut porter ce matin. On ne veut pas se résigner, c'est le sens de notre collectif. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on arrive à une étape charnière pour le pacte du pouvoir de vivre, qui passe par 2 éléments forts. D'une part, continuer à prendre notre part, continuer à porter un modèle de société plus juste. C'est le sens de notre organisation, enfin de notre collectif et des propositions qu'on porte. Et puis surtout, donner du pouvoir d'agir aux individus. Alors, autrement dit, oui, on est critique. Oui, on est préoccupé par la qualité du débat démocratique. Oui, on le redit, on sera toujours là pour alerter, pour interpeller, pour nous mobiliser collectivement pour relever le débat public. On veut prendre notre part, donc on est critique, mais on cherche des réponses. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire que tout va mal, il s'agit de tout faire pour que ça aille mieux et que ça aille mieux vite, parce qu'on a quand même un horizon qui n'est pas très enthousiasmant. Notre responsabilité, je le disais, c'est de lutter contre la médiocrité du débat public. Alors c'est peut-être un peu dur comme mot, mais le problème de la médiocrité, c'est qu'elle appelle la médiocrité, donc il faut qu'à un moment qu'on rentre en résistance avec ça. Il faut qu'on relève le débat public et que surtout on réponde, on essaie de trouver des réponses aux aspirations de certains et certaines à s'engager. Et ça, c'est un élément fort aussi qui ressort du sondage, c'est que ces aspirations à s'engager, elles sont très forte, malgré le contexte. Quand on prend les résultats, 37% des Français affirment que malgré la situation actuelle, ils seraient prêts à s'engager encore plus que ce qu'ils ne le font. Et quand on regarde les moins de 25 ans, c'est 58% d'entre eux qui répondent qu'ils seraient prêts à s'engager encore plus malgré la situation. Donc il y a des éléments qui sont quand même encourageants. Comment on fait concrètement pour répondre à cette aspiration forte et comment on fait pour que les propositions du pacte, pour que nos messages, pour que le projet de société qu'on porte tous ensemble, il se diffuse, il infuse aussi. On veut faire du pacte un espace dans lequel les gens qui souhaitent s'engager, les gens qui aspirent à porter une autre vision de la société, un autre modèle, puissent le faire. Autrement dit, on veut proposer un espace d'engagement y compris pour les citoyens. Notre ambition, si on devait la résumer, c'est d'être un sas, un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics. On veut pas, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit pas pour nous de dénigrer les politiques, voilà, c'est pas ça l'ambition, mais on fait quand même le constat qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail, et pour ça on a besoin d'un débat démocratique qui soit plus exigeant, on a besoin d'écouter les aspirations et les besoins des gens, des personnes, des vrais gens, j'ai envie de dire, et de proposer des choses qui s'articulent avec le réel, avec les besoins des citoyens. Plus concrètement, ça veut dire quoi ? Premièrement, ça veut dire qu'on propose aux citoyennes, aux citoyens, aux individus qui le souhaitent, de nous rejoindre pour s'informer, se former et relayer nos actions et agir à nos côtés. Ça passe par quoi ? Ça passe par les groupes locaux du Pacte du pouvoir de vivre, mais ça passe aussi par le site internet du Pacte. Je vous y renvoie, il y a tout un tas d'éléments pour s'engager directement. Donc soutenir les actions du Pacte, ça veut dire manifester en soutien à nos propositions. S'informer, c'est accéder à toutes les productions du pacte, savoir ce que le pacte porte, ce que nos organisations portent. Se former, c'est l'accès à des webinaires notamment, mais aussi à des espaces de formation, j'y reviendrai juste après. Relayer, c'est partager massivement ce que le pacte porte. Et agir localement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire devenir ambassadeur du pacte, faire vivre le débat sur le plan local, organiser des événements avec les groupes locaux, en gros faire que le pouvoir de vivre soit partout en France, sur tout le territoire. Deuxième élément, on va lancer à la rentrée, et on vous précisera les modalités un peu plus tard, une école du pouvoir de vivre. Notre ambition, c'est de partager, de transmettre, de donner à voir notre expérience et notre expertise aussi. On a besoin pour ça de renforcer les corps intermédiaires. Et on pense que ça passe par une école du pouvoir de vivre, renforcer les corps intermédiaires pour une démocratie qui soit plus vivante. Les gens, ils sont demandeurs de pouvoir d'agir, ils ont envie de s'impliquer.
on voit que ça marche, mais pour ça, on a aussi besoin de changer le regard sur nos institutions, sur le fonctionnement de notre démocratie. Et je vous parlais de la Convention citoyenne sur la fin de vie, mais quand on donne aux gens, à 184 personnes en l'occurrence, les outils pour se former, pour monter en compétences, pour débattre entre eux, ça fonctionne. Et donc du coup, voilà, nous on veut continuer à porter ce type d'action. Et troisième élément, on va organiser pareil à la rentrée, et on vous précisera les modalités un peu plus tard, une journée du pouvoir de vivre. Donc une journée, des journées du pouvoir de vivre, enfin une même date en gros, mais un peu partout en France. L'ambition, c'est de rassembler nos organisations, les 64, mais aussi les membres de nos organisations, de rassembler les personnes qui sont intéressées pour débattre en fait, c'est ce qu'on disait, débattre, poser des controverses aussi, pour échanger sur nos propositions, pour les affiner, pour mieux se connaître. Il y aura des moments de convivialité aussi, c'est l'objectif, et surtout pour partager ce qui nous rassemble, et encore une fois pour donner à voir le plus largement possible nos 90 propositions, et puis le sens, encore une fois, du projet de société qu'on porte. Voilà, merci. Merci à toutes, merci à tous. On va passer aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Désolée, il n'y a pas de micro dans la salle, donc je vais vous demander... Ah, pardon, je ne l'avais pas vu. C'est parfait, donc quelle organisation. Je n'avais pas vu. Non, tu vois, j'avais anticipé. Il me semblait qu'il ne marchait pas. Est-ce qu'il fonctionne? Non. Allons-y, je vous en prie. Donc, madame devant. Allez-y. Corinne Laïc de l'Opinion, j'essaie de faire porter ma voix. Merci. Vous écrivez dans le dossier de presse que les conclusions du Conseil constitutionnel attendues le 14 avril sont un moment déterminant pour offrir l'apaisement nécessaire et retrouver les conditions du dialogue social et du travail collectif. La question, c'est quelles qu'elles soient ces conclusions. Merci, on va prendre plusieurs questions. Madame aussi, s'il vous plaît. Là, de Pomarron, les échos, ça rejoignait. On a compris que vous vouliez peut-être enjamber la réforme des retraites. Vous n'avez pas une position collective sur cette réforme? Ok. Bon, il n'y a que 2 questions pour le moment, donc on va... Je t'en prie. Non, d'abord, on pense que dans la vie, ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas que la réforme des retraites. La question de la transition écologique, regardez les préoccupations, la question de la transition écologique, la question des inégalités, la question de l'inflation qui pèse aujourd'hui fortement sur nombre de citoyens, qu'ils soient au travail ou pas, et pas accès à l'emploi. C'est des sujets ultra préoccupants et qui méritent que on se soit pas seulement focalisé sur le sujet. Donc comprenez bien qu'évidemment on a décidé de faire cette conférence de presse, de lancer cette initiative d'espace, de pouvoir d'agir, etc. que vient de présenter Claire, dans un moment qui est particulier. Mais en même temps, ce moment particulier, la vie des gens, c'est pas des séquences. Hein. La transition écologique, elle n'attend pas le risque climatique, il n'attend pas qu'on ait réglé le premier problème qui viendrait sur la table et qui a été la première préoccupation, qui serait la première préoccupation du gouvernement. Sur le Conseil constitutionnel, j'ai dit tout ce que la CFDT, pour le coup, avait à dire. C'est une instance dont on reconnaît la légitimité pleine et entière. Ce qui est sûr, c'est que la question de la transition écologique, quelle qu'elle soit, ou la question de la réduction des inégalités, ou le fonctionnement démocratique de notre pays, sera posée quelle que soit la décision qui est prise. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une position magique, c'est une position juridique. Après, est-ce que ça crée de l'apaisement? J'ai toujours dit que la réforme des retraites, elle crée un profond ressentiment. Si le Conseil constitutionnel, sur lequel j'ai pas envie de m'étaler, faisait évidemment retoquer la réforme, on peut considérer que l'apaisement serait plus fort. Mais c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, je me porte en faux sur vous voulez enjamber la réforme des retraites. Il est hors de question d'enjamber quoi que ce soit. Cette réalité-là, elle provoque un fort ressentiment. Il y a encore une journée de mobilisation jeudi. Quant à porter, on est 64 organisations. D'ailleurs, il n'y a pas que les gens qui sont ici. Il y a tous les collègues qui sont dans la salle aussi. Enfin, une partie d'entre eux qui sont dans la salle et qui évidemment peuvent s'exprimer. Il n'est pas. Il y a une position. Enfin, il y a des sujets, quand on travaille en collectif, il y a des sujets sur lesquels on porte une vision collective et d'autres qui sont portés plus par telle ou telle organisation dont c'est le cœur de métier.
Il n'y a aucune hégémonie d'aucune organisation dans le pacte du pouvoir de vivre. Reconnaissez que sur la question des retraites, les organisations syndicales ont une petite légitimité à porter le sujet. Mais enfin, moi j'ai senti donc, du côté des camarades du pacte du pouvoir de vivre, excusez-moi le mot camarade si ça peut choquer certains d'entre vous, ça ne me choque pas personnellement, mais beaucoup de soutien dans cette période. Oui, peut-être compléter aussi en disant que un quinquennat c'est court. Un certain nombre d'organisations du pacte ont publié une tribune dans un grand quotidien national il y a 3 semaines, constatant que les tensions sur la démocratie, sur la capacité d'agir que généraient les difficultés autour de cette réforme des retraites étaient un problème énorme. Donc il y a 2 solutions. Soit on attend 6 mois pour se dire on veut parler de tous ces sujets, de la rénovation thermique des logements, de la pauvreté des gens, du creusement des inégalités, des difficultés sociales face à cette inflation, face à la hausse des prix alimentaires, et on attend que tout redevienne normal pour pouvoir mener les réformes. Sauf que là, il y a un projet de loi de finances qui arrive. Sauf qu'on vient déjà de passer 1 an. Et on ne peut pas prendre le temps de perdre de temps. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré ce contexte, et malgré l'attention que nous portons tous à cet énorme enjeu que constitue la réforme des retraites au sein du pacte, nous nous sommes dit, on ne peut pas attendre. Je vous donne juste 2 exemples. Il y a eu un certain nombre d'initiatives de concertation, de mobilisation des corps intermédiaires ou de la société civile qui ont été prises. C'est le cas de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mais c'est le cas de tous les CNR. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien vu, comme nous, tout est bloqué. Tout est bloqué. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on a accepté d'animer le CNR logement parce qu'on est contributif dans l'esprit de ce que disait Claire, parce qu'on ne veut pas rester les bras ballants, parce qu'il y a des gens qui souffrent pendant ce temps-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On attend quoi? On attend que les choses veulent bien redescendre, que la poussière veuille bien redescendre pour prendre des mesures dans le PLF, pour plus de justice sociale, pour aider les mal logés, pour aider ceux qui n'arrivent pas à manger convenablement tous les jours. Donc c'est pas enjamber, c'est dire attention, attention, il y a un risque majeur de freiner toutes les initiatives, y compris de planification écologique, comme Morgane le disait tout à l'heure. Donc c'est plutôt l'idée de dire, sans passer outre ces enjeux majeurs et le mouvement social et la légitimité des syndicats, dire pendant ce temps-là, il y a aussi énormément de chantiers qu'il faut mener, sans quoi on va prendre un retard qui est extrêmement dommageable pour l'ensemble de la société et de nos concitoyens. Pour réforme et hebdomadaire protestant. Non, c'est bon. Merci. Ah, oui. Donc Laure Salamon pour Réforme. Donc j'ai bien compris, vous voulez informer les citoyens, les faire débattre entre eux. Et l'étape d'après, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà envisagé l'étape d'après ou est-ce que justement vous allez laisser les gens s'organiser? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une traduction politique? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont envisagées en fonction des thématiques? Alors nous, c'est ce qu'on disait en fait. L'objectif, c'est qu'on voit qu'il y a on nous sollicite de plus en plus en fait, pour vous dire les choses clairement, avec des gens qui ont envie de participer, qui ont envie de porter nos propositions, qui sont intéressés par le projet de société que le pacte du pouvoir de vivre porte. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui peuvent s'impliquer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très bien s'ils s'impliquent dans nos organisations, c'est super, qui s'engagent et qui ont envie de porter un projet de société. Et nous, c'est ce qu'on a envie d'offrir. On essaie d'offrir collectivement un projet de société qui soit exigeant, et donc qui pose la question sociale, la question environnementale et la question démocratique, de manière corrélée. Et donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que à ces individus qui ont envie de s'engager, qui ont envie de porter ce projet de société avec nous, qu'ils sont les bienvenus. Et donc, ça va passer par plein de moyens différents qui doivent être affinés, en fait. Enfin, on va pas tout n'a pas encore été décidé et construit maintenant, qui doivent être affinés, mais ça va passer par le fait de partager le message du pacte, parce que c'est pas anodin de dire qu'on veut un pacte du pouvoir de vivre, c'est dire quelque chose en fait. On veut redonner du pouvoir de vivre aux gens, du pouvoir d'agir aux gens, on veut atténuer les colères. Il y a ça aussi qui est quand même très important, c'est que le contexte actuel, qui commence à dater un peu, il met en avant des colères qui sont très fortes. Il y a des colères qui sont verbalisées. On a l'habitude, nous, de verbaliser nos colères, et souvent la colère, elle crée de la mobilisation, et c'est intéressant, mais il y a des colères qui sont plus silencieuses, et ces colères silencieuses, elles créent des fissures, elles les renforcent, elles les approfondissent, et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui qui ont envie de se mobiliser, ils puissent trouver un espace pour le faire. Et donc c'est ça le sens de nos annonces. Donc
via des temps de formation, donc notre école, entre autres, mais via aussi des actions qui pourront être conduites avec les groupes locaux, selon les envies des uns et des autres, avec les organisations membres du pacte aussi, on est 64, enfin surtout d'ailleurs, et donc voilà, c'est des choses qui vont se décliner petit à petit. On peut juste dire aussi peut-être... Ah pardon, vas-y Eric. C'est également l'occasion de réenchanter l'action collective, de montrer aux gens qu'il n'y a pas de raison de se résigner à quoi que ce soit, mais qu'ensemble, nos 64 organisations, mais ensemble, entre femmes et hommes engagés, on a de la capacité à faire, à agir ensemble, à réfléchir ensemble, à créer du commun. Et c'est quelque chose plutôt d'enthousiasmant. Essayer de donner du positif dans ce moment-là, ça nous semble quelque chose de vraiment fondamental. Bonjour, Marie-Aude Grimont pour Actuel CSE. Est-ce que vous avez pensé impliquer dans vos démarches les représentants du personnel qui sont au contact justement à la jointure entre les directions et les salariés, qui ont aussi un rôle économique de réduction des inégalités, qui peuvent aussi avoir un rôle en transition écologique via un certain nombre de négociations au niveau de l'entreprise? Est-ce que vous comptez vous adresser aussi à eux et essayer de les impliquer dans votre démarche? Merci. Oui, qui ont aussi un rôle en termes de politique de santé, qui ont un rôle en termes de politique de solidarité parfois, on ne le dit pas assez, mais nombre de CSE ont des politiques de solidarité, on n'en parle pas souvent des vacances, on pourrait les faire agir beaucoup plus sur le droit aux vacances par exemple, pour tous. Ça fait partie des préoccupations qui sont les nôtres, alors particulièrement dans la CVT, mais pas simplement. Sur la question de la transition juste par exemple, on a nous de plus en plus d'initiatives autour de la fraise du climat, du développement de ce qu'on appelle des sentinelles vertes dans certaines fédérations qui sont des représentants du personnel qui ont une attention plus forte et même une préoccupation très forte de la transition juste. Donc l'idée c'est de faire percoler nos terrains d'action différents. Et Eric le disait, si on veut créer, y compris une école, que les gens puissent s'impliquer, etc. Nous, ce qu'on vit depuis, je ne me rappelle jamais le nombre d'années parce que je suis assez nul là-dessus, mais voilà, merci, 4, c'est quand même une richesse folle, quoi. C'est une richesse folle, c'est-à-dire qu'on a mélangé nos expertises, on s'est écouté, on a confronté, on a co-construit sur parfois des angles d'attaque qui paraissaient contradictoires et voilà, et on a fait le constat qu'on pouvait porter ensemble une autre vision la vision d'un autre modèle de développement, d'un autre modèle de société, et avec des sujets, y compris qu'on a encore peu évoqués jusqu'alors, mais qui sont omniprésents chez nous. Et Christophe l'a dit, la question de la répartition de la richesse, c'est fondamental, à travers elle, la question de la fiscalité, notamment. La question migratoire, dont on voit bien qu'il y a une forte tentation de la remettre sur le devant de la scène sous un angle, j'ose le dire, qui n'est pas franchement notre kiff. Voilà, donc on a produit de la richesse. Enfin, vous savez, il n'y a pas de martingale. J'ai vu qu'ici ou là, il y avait une recherche de martingale pour se donner un nouvel élan. Il n'y a pas de martingale. Il n'y a que de l'énergie collective à construire. Et de faire avec, et de donner la capacité à chacun d'agir. Et ce pacte, c'est cette richesse-là. Et donc, les représentants du personnel, moi, je suis frappé. Je ne me déplace plus dans les équipes CFDT sans qu'on me parle du pacte du pouvoir de vivre. Et il n'y a plus une initiative CFDT, d'ailleurs ils en ont un peu marre, certains d'entre eux là, parce que de se déplacer dans les équipes CFDT, où il n'y a pas, et c'est vrai, l'autre jour je crois qu'Amandine elle était dans une initiative de la mutualité, etc. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui donne une forme de... Il y a une complémentarité très forte qui est en train de se vivre et qui veut aller, nous qu'on souhaite porter, en tout cas syndicalement, jusque dans le travail de nos élus d'entreprise. Est-ce qu'on pourra adhérer directement au pacte du pouvoir de vivre ou pas? Vous proposez de créer... Donc, j'ai plusieurs questions, mais ce serait bien de répondre à chacune, parce que vous allez comprendre le sens global. Est-ce que vous comptez créer un institut de formation? Le nom de la Boétie est déjà pris. Et dernière question, est-ce que vous comptez présenter des candidats à des élections européennes, par exemple? C'est-à-dire, en fait, par rapport au mouvement que vous organisez,
ce sera la 4e plus globale. On sent quand même une envie de politique. Et moi, j'ai une vraie interrogation sur comment vous allez articuler tout ça avec les enjeux politiques. Ok, je réponds sur l'école et je laisse Christophe compléter ou Laurent. Donc, il ne s'agit pas d'adhérer. C'est pas adhérer au sens de prendre une carte d'adhésion au pacte du pouvoir de vivre. C'est pas ça. C'est nous rejoindre, c'est en fait participer au mouvement. C'est ça en fait. C'est participer au mouvement du pacte du pouvoir de vivre. C'est faire encore une fois, je répète ce que j'ai dit, mais c'est faire en sorte de partager les propositions du pacte, de les affiner. C'est se confronter, c'est échanger avec nos organisations. Voilà. Enfin, c'est vraiment ça l'ambition. Et donc il s'agit pas de créer un institut de formation. C'est pas ça pour l'instant. C'est des webinaires, c'est un cycle annuel de formation. C'est des choses qui vont être construites et affinées, on n'a pas encore une feuille de route hyper précise à vous présenter, mais on veut donner des outils au plus de gens possible, des outils, voilà, et permettre à celles et ceux que ça intéresse de gagner en compétences, et on veut partager avec celles et ceux que ça intéresse notre expertise, nos expériences, voilà, pour essayer de répondre à une aspiration qu'on sent très forte, notamment chez les plus jeunes. Oui, candidat non, clairement, pour répondre à votre question. En revanche, politique, oui. C'est-à-dire qu'on est convaincu au sein du pacte qu'on ne pourra pas régler les problèmes dont on est en train de parler sans du politique. C'est trop important. On ne fait pas la répartition des richesses comme ça, parce que le bon vouloir de chacun, ça s'organise. On ne mène pas la transition écologique, comme disait Morgane, sans une organisation, sans des objectifs, sans des moyens, sans un suivi de ces objectifs et éventuellement une réadaptation, parce qu'on n'aura justement pas atteint nos objectifs. On a quand même des responsabilités, des engagements à l'échelle internationale, et c'est fondamental pour nous tous. Donc tout ça ne peut se faire sans du politique. Donc notre projet, il est éminemment politique, mais il n'est pas partisan. Il n'est pas partisan au sens de présenter des candidats. En revanche, nous avons la prétention de savoir qu'au sein de ces 64 organisations et tout le travail qui est mené quotidiennement par les militants, par les bénévoles, par les salariés, par les adhérents, nous donne une expertise de terrain, une connaissance à la fois des difficultés, mais aussi de ce qui marche. C'est pour ça que notre projet, malgré un peu la dureté des propos de ce matin, il est éminemment positif. Et c'est pour ça qu'on est poussé par un certain nombre de concitoyens qui nous disent « mais ça me plaît ». Comment je peux faire, moi, pour vous soutenir? Comment je peux faire pour aller avec vous dans ce combat-là? Vous voyez bien que ça arrangerait beaucoup de monde que tout le monde se taise, que tout le monde se tape dessus parce qu'on va grignoter les petits bouts qui nous restent quand on est pauvre, quand on est fragile, quand on n'a rien, quand on est en situation de survie. Ben non, nous on pense qu'on peut faire autrement. On pense qu'on doit changer nos modèles de production. On pense qu'on peut tenir les enjeux de transition écologique et qu'ils soient justes. Mais à condition que dès qu'on se pose la question de la transition écologique dans tous les domaines que Morgane a déclinés, de se dire, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les plus pauvres? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont dans le milieu rural? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont dans les quartiers populaires? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont dépendants? Et ça, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et du coup, ce projet de société qu'on porte, qui porte un nouveau modèle de développement, eh bien, nous voulons qu'il se transforme en projet politique. Alors, pour l'instant, on est là, avec les citoyens, avec notre expertise de terrain, avec notre bonne volonté. Maintenant, on verra bien. Évidemment, on est tous préoccupés au sein de ce pacte sur la montée des extrêmes. Et pour nous, il y a un enjeu très fort dans les prochaines échéances. Dernière chose, dire qu'on s'est impliqué dans toutes les élections. Donc oui, on ira jouer notre partition à toutes les élections, d'une manière ou d'une autre, pour faire des propositions, et puis aussi, parfois, pour condamner quand les choses ne nous semblent pas aller dans le sens d'une société plus juste et égalitaire et respectueuse de nos matières premières et de notre environnement. Jérôme Lepêtre, l'AF. Une petite question sur le changement de méthode qui avait été annoncé par Emmanuel Macron l'an dernier. Il y a plusieurs éléments. Il y a eu le CNR, Christophe Robert en a parlé. Aujourd'hui, un an après, on ne peut pas vraiment considérer que c'est abouti à quoi que ce soit, à part des grands raouts. Est-ce que pour le pacte, il faut rester malgré tout dans ce conseil, au risque d'être instrumentalisé par le politique, parce que effectivement, certaines organisations syndicales notamment ont fait le choix de ne pas y aller à l'époque, considérant que ça allait être juste des grands-messes sans sortie, et un an plus tard, pour considérer qu'ils n'ont pas forcément eu tort.
Ça, c'était la première question. Une deuxième question plus spécifique, peut-être à Laurent Berger, du coup, parce qu'il y a eu un accord national interpro conclu hier soir, visiblement, sur la transition écologique et le dialogue social. Peut-être un petit mot là-dessus, c'est un sujet qui est clairement, qui semble très pacte, en fait, profondément, plus que dialogue social, du coup. Juste d'abord pour dire, c'est si participer au CNR, puisque vous avez fait référence à des organisations qui avaient fait des choix différents, ça nous avait fait par notre liberté de parole, ça se saurait dans la période. Je crois pas, ça nous a pas fait perdre notre esprit critique. Moi je pense que les sujets, et ça a été abordé par les uns ou les autres qui sont sur la table, et ils sont les bons sujets. La façon, le problème, c'est est-ce qu'on fait, il y a une prise en compte de la un peu radicale des besoins de transformation qui sont devant nous, et c'est le sujet qui est posé. Donc, ça a été dit par nombre des collègues. La question, elle n'est pas de faire nous, on n'est pas dans une logique de commentateur. Ouf, ça fatigué. Hein. La nuit a été longue avec l'accord, ça va très bien. De commentaires, on ne veut pas faire des commentaires, on va essayer de s'impliquer. S'impliquer, ça veut dire, ça a été très bien dit par Claire, il faut aller scoltiner, y compris ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Ceci étant dit, à chaque fois qu'il y aura une conclusion d'un des CNR, on dira la façon dont on le perçoit. Et ce qu'il y a, pour l'instant, il n'y a pas. Parce qu'il y a une forme de pause qui s'est opérée. Mais sur le changement de méthode plus globalement, il ne peut pas y avoir. Vous savez, c'est quand on choisit une méthode, un cap, une façon de faire, on ne peut pas faire le lundi cette façon de faire, le mardi une autre, le mardi revenir, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas eu fondamentalement de changement de méthode, c'est clair, et de verticalité. Il y a eu une tentative, il y a des sujets sur lesquels c'est différent, il y a des choses qui ont fonctionné plus ou moins bien, mais globalement, voilà, il n'y a pas eu de changement de méthode, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'hier soir, très tard, s'est conclu une négociation sur dialogue social et transition écologique dans l'entreprise. Alors d'abord, on n'a pas de décision encore formelle des instances de la CFDT, donc bah oui, mais la démocratie, ça se respecte, y compris dans les organisations. Oui, ce qu'on a voulu construire, c'est de dire, attendez, ces défis-là sont au cœur de l'entreprise. On sait bien qu'il n'y a pas de transition juste s'il n'y a pas une implication des entreprises, et ça ne peut pas se faire sans les travailleurs et les travailleuses et leurs représentants dans les entreprises. Donc on se donne les moyens de le faire. On avait fait un certain nombre de propositions, beaucoup sont reprises, pas toutes. Moi je crois que c'est important de montrer que et les patrons et le patronat d'un côté et les syndicats de l'autre se préoccupent de ces questions-là et fournissent quelque chose qui va être un peu du domaine de l'outillage, de l'incitation dans les entreprises à créer du dialogue social autour de la transition juste. C'est pas révolutionnaire, mais je crois pas que de toute façon, en la matière, c'est de la révolution dont on a besoin. On a besoin d'actions concrètes et de la mise autour de la table des acteurs concernés. Donc cet accord, c'est plutôt, alors qu'il est quelque chose de très positif. Après, le Bureau national des ACVT se positionnera. Juste compléter sur un point par rapport au CNR et peut-être aussi au pacte des solidarités. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été lancées où une partie des organisations ont été consultées et beaucoup sont ici dans cette salle. Éric l'a dit, ça a demandé un investissement très fort de beaucoup de nos organisations, sociétés civiles organisées et autres. Il ne faudra pas décevoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on change de méthode. Nous, on n'a pas constaté qu'il y avait un changement de méthode, surtout avec ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites. Maintenant, on attend quand même des résultats du pacte des solidarités parce que c'est des enjeux, normalement, de la stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvernement qu'on attend, qui devait sortir il y a 2 mois, qui va peut-être sortir dans 1 mois ou dans 2 mois. Alors, c'était une consultation plutôt express, on va dire. Mais enfin, on sait quels sont les sujets sur la table. Donc, on va regarder, comme le dit Laurent, chaque sujet après sujet, comment les choses vont sortir. Et comme le disait Éric, il ne faut pas décevoir. C'est-à-dire que tout ce travail qui a nécessité un engagement de nous tous, de beaucoup de nos organisations, doivent conduire nécessairement à des changements sur le plan social, des changements sur le plan économique, des changements sur le plan écologique. Donc ça se joue là. Et puis je crois des changements dans le cadre du projet de loi de finances, d'où notre demande de remettre sur la table la question de la fiscalité plus juste.
Il y a un point juste sur la question démocratique et l'articulation. C'est-à-dire que quand on décide, s'il y avait eu changement de méthode, il y aurait une cohérence. Aujourd'hui, il y a une PPL bien vieillir qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Le travail, le CNR, qui s'appelait d'ailleurs bien vieillir aussi, n'a pas été associé. Daniel Goldberg pourrait le dire, de l'UNIOPS pourrait le dire, les travaux n'ont pas été pris en compte. Donc ça se construit, l'articulation entre la démocratie citoyenne, la démocratie sociale et la démocratie représentative. Et donc, voilà, ces questions-là, encore une fois, on n'a aucun regret. On n'a aucun regret d'avoir participé et d'avoir porté des messages assez forts dans les différentes réunions du CNR. On envisage de continuer de le faire. On verra les semaines à venir, mais à condition que ça serve, quoi. Et vaut mieux être dedans pour critiquer que dehors pour ne pas savoir ce qui se passe, quoi. Corinne Laïc, l'opinion, un des thèmes de cette conférence de presse, c'est la crise démocratique. Il est évident qu'on ne peut pas préparer un sondage en une semaine, mais ça fait quand même écho à une récente polémique qui vous a opposé au président de la République. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous avez voulu dire quand vous avez évoqué la crise démocratique et qui a provoqué une assez forte réaction du président de la République? C'est pas moi qui le dis, c'est les citoyens qui le disent, qui le vivent comme ça. Les commentateurs, les intellectuels, le monde académique, parfois nous-mêmes, dans notre vie de citoyen, c'est le ressenti que nous avons. Quand les défis auxquels on a à faire face ne sont pas ceux sur lesquels on travaille et sur lesquels on mobilise des énergies, quand le ressentiment à l'égard des institutions ne fait que grimper, quand le sentiment d'invisibilité, de non-écoute est extrêmement présent, on appelle ça comme on veut. Les citoyens, eux, dans l'enquête, ils s'appellent ça une crise démocratique. Et donc, oui, et après, le reste, c'est de l'écume pour moi. Ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'opposition entre des personnes. C'est entre des conceptions. Alors là, pour le coup, on l'assume tous, je crois, d'avoir des différences de conception. Le reste, pour moi, c'est de l'écume. Mais je ne sais pas pourquoi c'est pris comme une attaque. En fait, en vrai, je pense qu'il vaut mieux être inquiet que susceptible dans la vie, parce que ça permet d'agir beaucoup mieux. Pardon, si je peux rebondir là-dessus. En fait, nous, l'objectif de cette conférence de presse et de tout ce qu'on fait là, c'est bien de sortir de ces invectives un peu personnalisées. Ça va pas, en fait. C'est quand même ça le diagnostic, c'est que ça va pas pour tout un tas de raisons. Et donc, Laurent le disait à l'instant, les gens votent plus, il y a une distance vis-à-vis des institutions. C'est quand même hyper préoccupant et on va quand même droit dans le mur. On l'a dit, on est hyper préoccupé par la montée des extrêmes. On peut pas rester immobile face à ça. Donc, c'est le sens de ce sondage, c'est le sens de nos propositions, c'est le sens de notre alliance, en fait, d'une manière générale. C'est de dire, voilà, on est 64 organisations, on a un cap commun, on n'est pas toujours d'accord, mais on a un cap commun et on va tout faire pour porter ce cap et on va surtout tout faire pour continuer à alerter les pouvoirs publics sur ce qui nous semble ne pas aller dans le bon sens et ce qui nous semble être assez préoccupant à plus ou moins long terme. Et c'est un moment quand même assez grave. Je dis pas ça pour être... c'est pas alarmiste, voilà, il y a un moment grave, il reste pas beaucoup de temps en fait, donc il faut qu'on soit tous et toutes mobilisés pour faire en sorte de relever le niveau du débat public, et ça veut dire être exigeant, ça veut dire avoir des propositions ambitieuses, et ça veut dire se rassembler le plus largement possible pour faire front. Et en complément à ce que viennent de dire Claire et Laurent, à la fois il y a plein de choses qui préoccupent, qui inquiètent, etc. Et il y a une appétence, il y a une envie, et on le voit, Laurent en parlait tout à l'heure, dans les groupes locaux, de militants, de militantes qui se croisent, de gens qui n'étaient pas spécialement militants, engagés, mais qui ont envie d'agir. Claire l'a dit au travers de la Convention citoyenne, 184 personnes qui jusque-là, voilà, c'était pas spécialement essayé, n'étaient pas des spécialistes des questions de la fin de vie et qui ont quand même donné 9 week-ends de 3 jours pour échanger, travailler, réfléchir ensemble, etc. Donc on voit bien que quand on crée les conditions,
il y a de l'appétence à faire ensemble, à être ensemble. Donc il y a aussi des éléments quand même aussi très rassurants. Et donc si on s'y met tous, si on s'organise, il y a moyen de s'en sortir, et de s'en sortir par le haut surtout. Oui, puis c'est vraiment le sens de notre engagement, c'est-à-dire que on est convaincu qu'il faut que l'État pilote, on l'a dit, notamment la transition écologique, mais on ne changera pas la société depuis l'Élysée ou le perron de Matignon. Donc il va bien falloir engager l'ensemble de la nation, et on constate qu'il y a des gens qui ont envie que ça change. On ne sait pas toujours comment faire, on n'a pas toujours toutes les solutions, mais enfin déjà à 64, on s'aperçoit qu'on est plus fort, parce qu'on sort de nos tuyaux d'orgue, on sort de spécificités, on tient compte des impératifs des autres. C'est déjà énorme, et c'est déjà un signal finalement de comment on peut faire. On a tous beaucoup de boulot. Pourquoi vouloir se regrouper à 64, faire des réunions, s'accorder sur 90 propositions? Vous imaginez le boulot. En même temps, on est quand même extrêmement inquiet. Enfin, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais revenir. On évoquait tout à l'heure la loi Kasbarian, qui est une loi répressive, plutôt que des outils que l'on voudrait déployer pour lutter contre le mal logement. Mais les propos aussi du ministre de l'Intérieur à l'égard de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, nous ont préoccupés aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On est en train de parler, nous, là, des corps intermédiaires, de la société civile organisée, qui, depuis, alors eux, 120 ans, agissent pour le droit de tout un chacun, sont des garants des libertés. Et puis tout d'un coup, parce que un ministre de l'Intérieur dit finalement, on pourrait peut-être regarder les subventions. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, voilà, il y a à la fois, c'est pour ça qu'on est dans une période très ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a cette envie d'agir qu'Éric rappelait à l'instant, et puis il y a des sujets d'inquiétude pour nous qui sont profonds et qu'on ne lâchera pas. Alors là, vous pouvez nous faire confiance. Il y a un certain nombre de principes, de fondamentaux sur lesquels on ne dérogera pas et on sera présent. Et c'est vrai qu'on est aussi plus fort, plus intelligent à 64 que tout seul. Thomas Engrand du Figaro. Question, alors vous parlez d'espoir, de volonté de s'engager. On sait que depuis le début de la réforme des retraites, les syndicats ont eu une remontée de leur adhésion. Est-ce que dans les autres associations, chez les autres partenaires, vous aussi, vous avez vu un regain d'intérêt pour vos activités, un regain de participation dans les événements que vous organisez, des choses comme ça? Alors, oui, alors moi je pense que dire que les gens ne sont pas engagés, c'est faux. Enfin, il y a quand même 20 millions de bénévoles en France, c'est énorme, les gens sont engagés, ils participent. Nous, pour ce qui est du monde associatif, on a eu un moment de préoccupation assez fort après la crise sanitaire, puisqu'on a vu une baisse des adhésions qui était très corrélée en fait à la crise sanitaire et au fait qu'un certain nombre d'activités n'ait pas été possible. On voit qu'on est en train de sortir de cette difficulté. Bon, il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais comme pour tous. Donc oui, nous on voit qu'il y a une envie de s'engager assez forte. Après, il y a une enquête qui a été conduite par Recherche et Solidarité sur le bénévolat en France. Qui montre surtout une hausse du bénévolat chez les jeunes. Et ça, je trouve que c'est un signal qui est extrêmement encourageant. L'enjeu, il me semble, c'est de faire en sorte que ces engagements qui sont très centrés parfois sur des actions très précises, etc., ils soient mis en récit et qu'on passe d'une société engagée, parce que je pense qu'elle l'est, à une société plus politisée. Et une société plus politisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce qu'on vient de se dire. C'est d'avoir un récit collectif, c'est d'avoir un projet de société à porter, c'est aussi de gagner d'une certaine manière la bataille culturelle, c'est employer certains mots pour dire certaines choses. Et donc c'est aussi le sens de cette école. Ça me permet de revenir sur l'école qu'on veut lancer. Le sens de l'école, c'est de se dire que nos 90 propositions, elles sont parfois un peu techniques, c'est pas toujours simple. Et donc comment est-ce qu'on remet, ou comment est-ce qu'on met de l'éducation populaire dans tout ça, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on porte se soit approprié largement par l'ensemble de la population qui a envie de porter les mêmes choses que nous. Et les autres d'ailleurs, pourquoi pas. Non, Francis Roll-Tanguy, je suis le président des Petits Débrouillards, des 64. Moi, je voudrais dire un mot à ce stade, parce que là, on voit bien naturellement les questions qui se posent et le moment avec ce mouvement sur la réforme des retraites. Mais je veux dire, au sein des 64, on porte forcément des choses différentes. Et c'est normal que cette question de la réforme des retraites, elle soit portée par les syndicats au premier chef. C'est pas la question. Par contre, je crois que ce qui nous fédère, c'est cette crise démocratique. Et ce que je voudrais dire, justement, là, dans la suite de ce qu'a dit Laurent Berger, c'est qu'elle nous concerne aussi.
ça nous touche aussi. C'est pas un propos qu'on renvoie aux autres, aux institutions. Je veux dire, c'est vrai que les questions de bénévolat se posent quand même. Et je veux dire, c'est peut-être aussi pour ça qu'en tous les cas, nous, on est aussi dans le pacte du pouvoir de vivre. C'est pour essayer de renouveler nos modes de faire. Parce que cette envie d'engagement, cette envie de politique au sens noble du terme politique, c'est clair qu'on la ressent et qu'elle existe. Et en même temps, c'est vrai que nos organisations qui ont peut-être un certain âge n'y répondent pas toujours. Donc la façon de travailler ensemble, c'est ça aussi qui nous motive pour essayer d'apporter ce qu'on peut comme petite pierre à cette crise démocratique dont on ne se sent pas exempt. On n'est pas simplement en train de porter un jugement, on est en train aussi de la vivre nous-mêmes dans nos organisations. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, et c'est pour ça que le pacte, je ne sais peut-être pas très bien le définir, c'est sûrement pas un syndicat, c'est sûrement pas un parti politique, c'est clair, mais c'est une recherche de travailler ensemble pour des organisations qui ont effectivement des valeurs en commun, et justement pour pouvoir s'adresser aux citoyens d'une façon différente de ce qu'on fait chacun, pour essayer justement de retrouver cette action collective qui est sans laquelle, je veux dire, de toute façon, il n'y aura pas la capacité à prendre en compte les grands sujets dont on a parlé dans cette conférence de presse. Et donc, c'est aussi chercher nous-mêmes nos chemins de réponse à cette crise démocratique. Merci. Il y a Cécile Duflo aussi qui voulait... Bonjour, je suis Cécile Duflo, la directrice générale d'Oxfam France. Nous, on est une organisation engagée à la fois sur les questions d'inégalité, sur les questions de climat. Donc on est très heureux aussi de pouvoir participer au travail du pacte, où on sent bien que ce qui était absolument nécessaire, c'est justement de croiser ces deux dimensions. Que pour certaines organisations, je parle sous le contrôle de Morgane, on a vécu des moments de tension entre les organisations qui défendaient la justice sociale, voire les syndicats, et des organisations de défense de l'environnement, comme si c'était deux combats un peu antagonistes. Et je pense que là, depuis un long moment, on a bien vu qu'il fallait apporter des réponses dans ces deux dimensions. Mais pour répondre de façon très précise sur la période récente, nous, ce qu'on a constaté chez nous, c'est une vague de donateurs supplémentaires qui accompagnaient leurs dons de messages, et de messages assez émouvants, de gens qui disaient qu'ils avaient réfléchi, évolué, des gens en fin de carrière professionnelle, et qu'ils pensaient que là, on était en train de mettre en cause quelque chose de fondamental en France, qui est la valeur de l'égalité. L'autre élément que je voudrais lier, c'est qu'on fait partie des organisations comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, qui ont été, ça a été remarqué par la presse, et de façon assez naturelle, engagés aussi dans le cadre des mobilisations sur les retraites, ce qui semblerait a priori pas notre pente naturelle, mais c'est justement parce qu'on a bien vu à quel point ces deux dimensions, la question de l'emploi, la question du rapport au travail et la question de la crise climatique, sont intrinsèquement désormais liées. Et que si on veut apporter des réponses, il faut aussi produire des solutions. Et je pense que c'est ça le rôle du pacte, c'est que chacun était un peu dans son couloir, et c'est de se dire comment on fait pour à la fois qu'il n'y ait plus de passoires thermiques, mais que on ne jette pas en dehors du marché des tonnes de logements au risque d'aggraver la crise du logement. Voilà typiquement une des tensions qui pouvait exister dans le débat entre l'écologie et la justice sociale. Et donc de travailler ensemble, ça permet de produire ces solutions ensemble. Ensuite, est-ce qu'il faut reconnaître à cet instant qu'il y a peut-être plus d'appétence, ça s'est vu dans les adhésions aux syndicats, et ça peut se voir aussi dans l'engagement dans nos organisations, que dans l'engagement aujourd'hui dans les partis politiques, et que ce manque de débouchés politiques peut être vécu douloureusement, une déception de certains électeurs, une tension, une insatisfaction. Ça ne nous réjouit pas, et je pense que c'est effectivement un problème démocratique, mais ça permet quand même de répondre et d'offrir justement sur quel est le statut de ce débouché, un lieu d'échange et un lieu où on ouvre une perspective. On se dit, voilà, on pourrait faire ça. Face à l'aggravation des inégalités, on peut travailler sur une autre fiscalité, on peut travailler sur un autre système de transport, et on va travailler aussi sur ce qui arrive aux salariés qui travaillent dans ces secteurs-là. On fait les choses ensemble et en même temps. Et je crois que ça, c'est fondamentalement un changement de perspective qui est vraiment facteur d'espoir. Je termine en disant que Destin commun a fait une étude très intéressante qui montre que tout le monde est très largement d'accord pour la transition écologique, et que l'horizon est accepté et partagé, et que, y compris la question de la sobriété, mais qu'en revanche, il y a une grande inquiétude sur
la trajectoire entre là où nous sommes et là où il faut aller. Et que notre travail, c'est justement de tricoter cette trajectoire et de lui donner de la visibilité, de la crédibilité. Et je crois qu'au bout de nombreux mois et de façon différente sur les territoires, mais il y a plusieurs groupes locaux d'Oxfam qui considèrent que leur lieu majeur d'expression et d'invitation et de création de lieux de débat, c'est au sein du Pacte du pouvoir de vivre. Merci. Peut-être pour ajouter un point, donc Daniel Goldberg, président de l'UNIOPS, donc le secteur non lucratif des solidarités et de la santé, pour répondre à des questions sur l'engagement. L'engagement, c'est aussi de gérer des associations, des fondations, des secteurs mutualistes aussi, qui agissent au quotidien dans tous ces secteurs-là, qui vont du grand âge à la petite enfance, et où on voit bien qu'il y a une question de modèle. Et si on veut que demain, des citoyens continuent de s'engager de manière bénévole, à la fois pour être au plus proche des personnes vulnérables, dans les exemples que j'ai cités, mais on pourrait parler de la lutte contre l'exclusion, du handicap, aussi des questions sanitaires, faut-il aussi qu'en termes de modèle, il y ait une forme de régulation qui s'opère. Et je pense notamment par rapport aux questions du grand âge, où il y a eu un scandale dans le secteur lucratif l'année dernière. C'est aussi les citoyens qui sont engagés dans notre réseau demandent aux décideurs publics, et c'est pour ça Laurent Berger citait la déception dans le débat qu'il y a au Parlement aujourd'hui sur les questions du bien vieillir, demandent qu'il y ait une forme de régulation aujourd'hui sur à la fois l'accompagnement des personnes fragiles et vulnérables, et puis aussi une forme de régulation et de reconnaissance des salariés de nos associations, puisque nous n'avons pas, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, mais l'argent public dont bénéficient nos associations, il doit être utile pour que les salariés de nos associations aient une meilleure qualité de vie, une meilleure reconnaissance salariale et professionnelle. Et on voit comment, justement, par l'intermédiaire du Pacte du pouvoir de vivre, nous qui sommes gestionnaires d'établissements et de services, et les salariés de nos établissements pouvons avoir non seulement des intérêts communs, mais un intérêt commun à cette forme de régulation dont on est plutôt déçu pour le moment des réponses qui sont apportées dans les différents scénarios thématiques. Christophe Robert en citait plusieurs tout à l'heure, dont nous attendons les conclusions et dont nous avons été pleinement partie prenante. Parce qu'on a joué le jeu de la concertation depuis 6 mois. Et dans le calendrier qui est devant nous, il ne faudrait pas que ces 6 mois ou cette année maintenant, ça soit une année de perdu pour apporter des réponses à des questions très concrètes qui se posent dans la vie de nos concitoyens. On va conclure cette conférence de presse. Merci à tous de votre présence, pour vos questions. Et à votre disposition maintenant pour compléter un certain nombre de points si nécessaire. Je vous remercie. On vous remercie. Au revoir.